José, ¿jugamos? Sí. Pares. 1, 2 y 3. Sí sé. Kaká. Zidane. Beckham. Defoe. Kahn. Lampard. Beckenbauer. Beckenbauer. Et oui, lui, c'est Franz Beckenbauer. L'unique, le seul, en chair et en os. Bon, je vous l'accorde, en 2006, lors du tournage de cette publicité, le plus célèbre des footballeurs allemands ne ressemble plus vraiment à ça, mais son nom est encore ancré dans toutes les mémoires footballistiques pour ses carrières de joueurs puis d'entraîneurs tout aussi fabuleuses l'une par rapport à l'autre. Du haut de son mètre 81, le jeune Allemand a porté le Bayern de Munich et l'Allemagne de l'Ouest au sommet de l'Europe et du monde tout en raflant les plus belles récompenses individuelles, au beau milieu des années 70 et de la domination continentale d'un certain Johan Cruyff. Retour sur un prodige, un génie, un patron, un leader, le très grand Franz Beckenbauer. Formé au poste d'attaquant dans les équipes jeunes du Bayern, le tout jeune Beckenbauer évolue pour la première fois sous les couleurs munichoises en juin 1964, lors d'un match régional contre San Pauli. Je dis bien régional car à l'époque, le club n'est pas très populaire en Allemagne de l'Ouest et n'évolue pas encore en Bundesliga, la première division allemande. Très vite repéré pour sa vision du jeu et une science du placement impressionnante pour son âge, le jeune ailier est repositionné au milieu de terrain et profite de la montée du Bayern en Bundesliga et de ses 17 buts inscrits pour se faire connaître dans tout le pays. Du haut de ses 20 ans et de ses quelques dizaines de matchs pro, Franz Beckenbauer est appelé pour disputer sa première Coupe du Monde avec l'Allemagne de l'Ouest, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va faire taire tous ceux qui le croyaient trop jeune pour commencer. 2 buts contre la Suisse dès son premier match, un autre en quart de finale contre l'Uruguay, puis un petit bijou contre l'URSS en demi pour renverser le match, le milieu de terrain munichois est éblouissant de facilité et de maîtrise avec le ballon, et l'Allemagne de l'Ouest file tout droit vers une finale contre une équipe d'Angleterre en mission devant son public. En face-à-face direct avec la star anglaise Bobby Charlton, Beckenbauer voit son équipe se faire éliminer 4-2 après prolongation, au terme d'un match mémorable tant par son spectacle que sa dramaturgie. À 2-2 au score au tableau d'affichage, Geoffrey Hurst va inscrire à la 111e minute l'un des buts les plus contestés de l'histoire après que sa frappe ait percuté la barre et rebondi juste derrière la ligne. Ceci étant, l'Allemagne et Beckenbauer ne ramèneront pas la coupe avec eux, mais prennent bien rendez-vous avec le futur. Et c'est également l'occasion pour le jeune milieu de terrain de découvrir ses premiers plateaux télé et les joies de la publicité. De retour à Munich, le joueur va très vite s'imposer comme le joueur clé de l'équipe et portera ses coéquipiers vers une victoire en Coupe des Coupes 1967, remportée 1-0 après prolongation contre les Rangers. Nommé capitaine de l'équipe du haut seulement de ses 22 printemps, Beckenbauer va connaître les joies des premiers titres nationaux, tout en étalant sa panoplie technique et son jeu sans ballon aux yeux de l'Europe entière. Repositionné petit à petit sur un poste plus défensif, le joueur allemand est un rempart doté de fantastiques capacités d'interception et d'anticipation. Il domine dans les airs et brille par sa maîtrise élégante du cuir. Lui, le spécialiste des remontées de balles depuis sa défense pour aller distiller des caviars aux attaquants ou même finir lui-même les actions. Novateur par un style de jeu qui fascine et qui s'éloigne du caractère classique réputé rugueux des défenseurs germaniques, il avouera plus tard avoir beaucoup appris de l'italien Giacchino Facchetti et de ses compétences offensives, une bien belle façon de rendre hommage à l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire. Nous sommes alors en 1970 et se profile la Coupe du Monde au Mexique, une compétition au cours de laquelle l'Allemagne de l'Ouest viendra à bout du Maroc, de la Bulgarie et du Pérou lors du premier tour. Qualifié pour les quarts de finale, il retrouve alors les Anglais après la finale perdue de 66, une rencontre passionnante qui s'achèvera une nouvelle fois aux prolongations. Grâce notamment à l'ouverture du score de Beckenbauer, la RFA l'emporte 3-2 et prend sa revanche sur une équipe qui l'avait privé du titre suprême 4 ans plus tôt. Dans la même partie de tableau, l'Italie éclate le Mexique 4-1 et se présente donc sur la route de Beckenbauer et de ses hommes pour ce qui va rester dans la mémoire collective comme ni plus ni moins le match du siècle. Les ingrédients d'une telle affirmation, tout simplement du suspense à ne plus savoir quoi en faire, une intensité folle, un scénario mythique et un total de 7 buts dont 5 en prolongation. Oui, cette Allemagne-Italie fut un très grand moment de sport. Mais lorsqu'on parle de match du siècle, on parle aussi du reste, de l'ambiance, de l'atmosphère et de la dramaturgie. Et justement, Beckenbauer va écrire ce jour-là une page d'histoire pleine de bravoure et de courage, contée à merveille par l'anglais Geoffrey Hurst, réputé pour son but tant controversé en 1966. If you want to select a player,
that's up there with the greats. Franz Beckenbauer is in that category. A genius of a kid. Broke his collarbone. Had it been a league match in the Bundesliga or any other game, the medics would have said, "You've broken your collarbone, get off." But A, they didn't do it, and B, he didn't ask to come off. He played on. I think that illustrates the importance of World Cup finals. Franz Beckenbauer down there, bravely working. La fin du match verra l'Italie l'emporter 4-3, après notamment une erreur défensive de Beckenbauer sur le dernier but italien, une désillusion supplémentaire pour les joueurs allemands et pour la superstar germanique, toujours privée de titres internationaux et du tant convoité Ballon d'Or. Si l'Italie se fera finalement écraser par le Brésil de Pelé en finale, il faudra attendre l'été 1972 et le championnat d'Europe en Belgique pour voir le règne de l'empereur Beckenbauer débuter réellement. Favoris au titre et toujours aussi solides dans l'entrejeu, les Allemands vont éliminer le pays hôte 2-1 en demi-finale avant d'étriller l'Union soviétique 3-0 en finale pour ramener enfin le premier titre majeur en Allemagne de l'Ouest. Si je passe plutôt rapidement sur cet événement, c'est parce que le meilleur reste à venir pour le nouveau favori du Ballon d'Or, qui va connaître de 72 à 76 les plus belles années de sa formidable carrière. Il est enfin auréolé de son premier Ballon d'Or en 72 après avoir remporté l'Euro avec les RFA et la Bundesliga avec le Bayern de Munich, avant d'enchaîner un exercice 73 très encourageant avec un nouveau championnat d'Allemagne remporté et une élimination en quart de finale de Coupe d'Europe des clubs champions contre l'Ajax de Johan Cruyff. Vient alors l'année 1974, la plus grande de toutes, l'accomplissement ultime en club et en sélection, l'aboutissement collectif d'un Beckenbauer à qui il ne manquait qu'une coupe aux grandes oreilles et un titre mondial pour garnir un palmarès déjà bien fourni. En finale de Coupe d'Europe à Bruxelles face à l'Atlético Madrid, les Germaniques vont ne faire qu'une bouchée des joueurs espagnols et remporter le match 4-0, permettant aux joueurs de revenir à Munich avec la plus prestigieuse des compétitions européennes, une grande première pour le club allemand. Et comme si l'histoire était écrite d'avance, la Coupe du Monde 1974 pointe le bout de son nez et va voir les 16 équipes qualifiées s'affronter sur les pelouses d'Allemagne de l'Ouest. À la suite d'un premier tour globalement maîtrisé, malgré une défaite contre la RDA, les coéquipiers de Beckenbauer passent le deuxième tour sans encombre ni défaite, et retrouvent une finale mondiale 8 ans après celle disputée contre l'Angleterre. L'empereur est clairement le pilier, le métronome, la tour de contrôle de la sélection. Il est positionné juste au-dessus de la défense et dicte le rythme de son équipe dont la rigueur et l'organisation vont poser énormément de problèmes à la sélection hollandaise. En effet, la finale contre les Pays-Bas du Prince d'Amsterdam va tourner à l'avantage de la RFA, malgré l'ouverture du score rapide de la sélection orange. 2 buts de Breitner sur penalty puis de Müller juste avant la mi-temps donneront un avantage définitif aux Allemands et offriront à Beckenbauer le Graal suprême, la Coupe du Monde de la FIFA, la pièce manquante dans l'armoire à trophées de Franz qui lui permettra de devenir avec Gerd Müller le premier footballeur à remporter un Ballon d'Or, une Coupe d'Europe des clubs champions, un Euro et une Coupe du Monde. Depuis cette date, presque personne n'a réussi à rééditer cet exploit, sauf Zinedine Zidane qui a tout remporté entre 1998 et 2001. L'Allemagne décroche enfin sa première Coupe du Monde. Les joueurs sont adulés et Franz Beckenbauer revient à Munich dans un costume de star planétaire. Une star qui vient de vaincre le triple Ballon d'Or, le Hollandais Johan Cruyff dont la rivalité sur le terrain masquait une forte et belle amitié en dehors. La rivalité va d'ailleurs prendre tout son sens lorsque le Bayern et Franz Beckenbauer vont se retrouver en finale de Coupe d'Europe 75 face à Leeds United, une finale remportée 2-0 en fin de match pour un back-to-back merveilleux des Munichois sur la scène européenne. A cette époque, l'équipe s'articule défensivement autour de Beckenbauer et du gardien Sepp Maier et s'appuie offensivement sur Gerd Müller et sur le tout jeune Karl-Heinz Rummenigge, lauréat du Ballon d'Or quelques années après. La saison suivante, rebelote. Le Bayern Munich marche sur l'Europe et vient à bout du Real Madrid en demi-finale, pendant que Saint-Etienne élimine le PSV Eindhoven pour une finale franco-allemande qu'aucun supporter stéphanois n'a jamais vraiment oublié. Les Munichois l'emporteront 1-0 à Glasgow contre le cours du match puisque Saint-Etienne aura globalement dominé la partie et touchera à 2 reprises les montants du Bayern de Munich. Ce jour-là, les plus forts ne gagneront pas, mais le plus fort triomphera. Et le plus fort, c'est bien lui, Franz Beckenbauer, qui en tout juste 5 saisons aura donc glané 3 Bundesliga, 3 Coupes d'Europe des clubs champions, 1 Euro, une Coupe du Monde et 2 Ballons d'Or, profitant en effet de sa superbe saison pour remporter pour la deuxième fois la plus courtisée des distinctions personnelles. Et oui, en 1976, au-delà de son périple européen avec le Bayern, Beckenbauer et l'Allemagne de l'Ouest iront jusqu'en finale de l'Euro, battus au tir au but par la Tchécoslovaquie d'un certain Antonín Panenka. Après avoir tout remporté sous les couleurs bavaroises et à plus de 30 ans, Beckenbauer traverse l'Atlantique pour vivre son rêve américain en rejoignant le Cosmos de New York, l'équipe du roi Pelé,
pour former un duo improbable mais légendaire qui va permettre au club de décrocher 3 championnats nord-américains en 77, 78 et 80. Élu dès sa première année meilleur joueur de la compétition, il passera 3 belles saisons outre-Atlantique avant de revenir en Allemagne du côté d'Hambourg, puis de repartir pour une dernière saison à New York. Fin de carrière de joueur donc, mais Franz ne quitte pas pour autant les terrains et reprend dès 1984 l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, celle de Rudi Völler, de Lothar Matthäus et du capitaine Karl-Heinz Rummenigge. Sous ses ordres, les Germaniques iront jusqu'en finale de la Coupe du Monde 86, défaite 3-2 par l'Argentine de Diego Maradona. Mais Beckenbauer n'est pas vraiment du genre à lâcher les choses et ramène ses troupes survoltées 4 ans plus tard en Italie pour la 14e édition de la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Invaincus tout au long du tournoi, les Allemands sont sacrés champions du monde le soir du 8 juillet 90 contre la même Argentine. Une petite revanche en forme d'adieu pour Beckenbauer, qui devient au passage le 2e homme à soulever la Coupe du Monde en tant que joueur puis entraîneur, après le Brésilien Mario Zagallo, et rattrapé il y a peu par un certain Didier Deschamps, que vous devez sûrement connaître. Libéré de tout contrat avec la sélection et à la surprise générale, l'empereur va s'engager avec l'Olympique de Marseille, le Marseille de Bernard Tapie, qui convainc la légende allemande de rejoindre la Canebière. Cependant, les relations de l'Allemand avec ses supérieurs hiérarchiques sont mauvaises, le courant ne passe pas, les résultats ne suivent pas, et Franz sera finalement limogé 4 mois seulement après son arrivée. S'ensuivent 3 années sans contrat pour Beckenbauer avant un retour au Bayern en 1994, où il y glane un championnat d'Allemagne, puis en 1996 où il ajoute cette fois une coupe UEFA à son gigantesque palmarès. Depuis cette date, il devient successivement président du Bayern Munich, vice-président de la fédération allemande et présidera le comité de candidature germanique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2006. C'est d'ailleurs ce rôle qui dégradera son image publique quelques années plus tard, après l'ouverture d'une enquête par la justice suisse au sujet de soupçons de fraude et de blanchiment d'argent opérés par la fédération allemande lors de l'obtention du mondial. Mais voilà, l'empereur restera l'empereur à jamais. Le jeune adolescent qui séduisait l'Europe entière à Wembley est devenu en 10 ans le plus grand, le plus reconnu et le plus titré des joueurs allemands. Le premier est toujours le seul défenseur à avoir remporté 2 fois le Ballon d'Or. Mais Beckenbauer était-il vraiment un défenseur ? Lui qui symbolisait à merveille la mutation du football allemand et celle du poste de libéraux, de demi-centre. Une tour de contrôle à la vision périphérique qui dissuadait les attaquants, dictait le tempo, distillait les caviars par dizaines tout en profitant d'un toucher de balle tout simplement unique et d'un volume de jeu extraordinaire. Contrairement à Johann, Franz n'avait pas de numéro fétiche, mais contrairement à Cruyff, Beckenbauer a tout gagné, tout remporté, en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, dans le monde, en sélection et en club, collectivement et individuellement. Le meilleur joueur de l'histoire du football germanique est une étoile mondiale, moins légendaire que Pelé, moins populaire que Cruyff, moins iconique que Maradona, certes, mais pas moins fantastique, tant par son apport tactique dans le jeu que par son palmarès sensationnel pour un joueur à vocation défensive. Ce visage plein d'innocence, de courage et de leadership, c'est le visage d'un homme aux 840 matchs disputés en carrière, aux plus de 200 buts inscrits, dont certains sont encore des petites merveilles, et aux pas moins de 120 passes décisives à travers ses 19 saisons en tant que joueur professionnel. Parler de Franz Beckenbauer, c'est parler d'un gamin de Munich qui a tout réussi ou presque, devenu en quelques années la star des débuts du Grand Bayern et le capitaine et entraîneur emblématique de la RFA qui a vaincu le monde en 74 et 90. Vous l'aurez peut-être remarqué, il manque un mot dans ce conte de foot. Car en effet, du jeune ailier munichois au libéraux suprême de la grande Allemagne de l'Ouest s'est construit un mythe, mais surtout un surnom intemporel. Franz Beckenbauer était bien l'empereur en français, mais en allemand c'était plutôt Der Kaiser. Who we are learning tonight is a true football giant. He enjoyed a huge success throughout his career. He played for about 103 times for his home country, Germany. And he was, I believe, one of the best players throughout his whole career.